Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, le système éducatif. Vous savez, ce truc qui est resté coincé dans le passé, comme un vieux téléphone à clapper dans un monde qui évolue à toute vitesse. C'est un peu comme si nos profs enseignaient encore comment allumer un feu en frottant deux bâtons ensemble alors qu'on a des allumes-feu à disposition. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous révéler pourquoi notre éducation est aussi rigide qu'un bon vieux corset du 19e siècle. Et vous savez quoi? John D. Rockefeller, le méchant milliardaire de l'époque, a joué un rôle clé dans ce plan machiavélique. Restez jusqu'à la fin car je suis certain que cela intéresse plus d'un. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo parce que je suis sûr qu'elle vous plaira. John D. Rockefeller et son plan sinistre. Vous vous demandez sans doute qui est ce fameux John D. Rockefeller. Je peux déjà vous dire que John D. Rockefeller était l'un des gars aux poches bien remplies et aux ambitions débordantes. Ce magnat du pétrole, aussi riche qu'un dragon nageant dans une piscine de pièces d'or, était bien plus qu'un simple homme d'affaires. Il avait un plan machiavélique dans sa caboche. Allez, installe-toi confortablement, je vais te raconter tout ça. John D. Rockefeller est né en 1839 dans une petite ville de l'état de New York. Dès son plus jeune âge, il a montré une incroyable détermination et une soif de réussite incomparable. Il a commencé par des petits boulots, vendant des bonbons et économisant chaque centime comme un vrai radin. Mais ce n'était qu'un début. Notre ami Rockefeller s'est ensuite lancé dans l'industrie du pétrole, voyant dans cette substance visqueuse noire, comme un corbeau, une véritable mine d'or. Il a créé la Standard Oil Company, une entreprise qui allait devenir le mastodonte du secteur, écrasant ses concurrents tel un éléphant dans un champ de marguerites. Mais on y revient. Il était devenu si puissant qu'il aurait pu acheter le soleil et la lune pour faire des économies sur sa facture d'électricité. Mais ce qui rend Rockefeller vraiment intéressant, c'est sa vision tordue de l'éducation. Ce type avait un plan diabolique pour façonner les jeunes générations à sa guise. Il croyait fermement que l'éducation devait être un moyen de produire des travailleurs obéissants, dépourvus de toute forme de pensée critique. Autrement dit, il voulait des individus aussi dociles qu'un chien de compagnie, prêts à donner la patte pour un biscuit. Avec sa fortune immense, Rockefeller a créé des fondations et des constructions à gogo pour propager sa vision maléfique de l'éducation. Il a injecté des montagnes de dollars dans le système éducatif comme si c'était de l'eau de source coulant à flot dans le désert. Il a exercé une influence énorme sur les politiques éducatives de l'époque, comme un marionnettiste tirant les ficelles pour faire danser les politiciens selon sa volonté. Le résultat? Des écoles qui ressemblent plus à des usines qu'à des centres de savoir. Des professeurs qui transmettent des connaissances sans passion ni originalité, tels des robots programmés à répéter les mêmes leçons encore et encore. Les élèves sont formatés pour suivre les règles, ne jamais remettre en question l'autorité et accepter docilement leur place dans la société. Mais attendez, ce n'est pas fini. Rockefeller était si rusé qu'il a réussi à convaincre de nombreux enseignants de se rallier à sa cause sans qu'ils se doutent de la toile tissée autour d'eux. Ils sont devenus les complices involontaires de son plan machiavélique, endoctrinant les jeunes esprits avec une vision étroite et conformiste du monde. L'éducation est devenue un outil de contrôle, une façon de maintenir les masses dans l'ignorance et de perpétuer le statu quo. Notre système éducatif est le fruit d'un complot ourdi par Rockefeller lui-même, un homme cupide qui voulait des individus dociles et faciles à manipuler. La création de la Standard Oil. À la fin de la guerre de sécession, la ville Cleveland, dans l'état de l'Ohio, se positionne comme l'un des 5 principaux centres de raffinage aux États-Unis, aux côtés de Pittsburgh, Philadelphie, New York et la région du nord-ouest de la Pennsylvanie, d'où provient la majorité du pétrole. À cette époque, le pétrole était principalement utilisé comme imperméabilisant ou lubrifiant, mais l'invention de la lampe à huile a ouvert de nouvelles perspectives en tant que combustible d'éclairage, également appelé pétrole lampant. En 1863, John D. Rockefeller entend parler du colonel Drake, chargé de trouver du pétrole en Pennsylvanie, bien qu'il fût en réalité un ancien employé de chemin de fer. Intrigué par cette découverte, Rockefeller se rend sur place pour inspecter les puits de pétrole de plus près. Convaincu des possibilités offertes par cette industrie naissante, il décide d'investir dans ce secteur et propose à son associé Henry Flagler de le suivre. Face à l'hésitation de ce dernier, Rockefeller rachète ses parts de la société de courtage pour 72 500 $ et s'associe à un chimiste du nom de Samuel Andrews. Ainsi, il établit sa première raffinerie à Cleveland pour produire du naphta et du kérosène, en réinvestissant constamment les bénéfices et en réduisant au maximum les coûts et les salaires. John D. Rockefeller fait rapidement prospérer son entreprise. En janvier 1870, Rockefeller fonde la Standard Oil of Ohio qui devient rapidement la raffinerie la plus lucrative de l'Ohio. Son objectif est alors de contrôler toutes les raffineries de pétrole aux États-Unis.
En 1871, plusieurs raffineurs se regroupent dans le but de former une alliance suffisamment puissante pour convaincre les compagnies ferroviaires d'accorder des tarifs préférentiels à leur expédition et des surtaxes aux concurrents. Ils découvrent l'existence de la South Improvement Company, une société déjà établie. Bien que les personnes impliquées dans cette société ne représentent pas plus de 10% de la production de pétrole aux États-Unis, elles se présentent comme majoritaires face aux compagnies ferroviaires. La Standard Oil en est le principal actionnaire et orchestre un accord secret extrêmement avantageux pour Rockefeller. En effet, les compagnies ferroviaires sont contraintes d'accepter les conditions imposées car les moyens de transport entre les gisements et les raffineries sont multiples. Plusieurs lignes ferroviaires et un canal. Et un client de grande envergure comme la Standard Oil peut dicter ses conditions en menaçant de se tourner vers la concurrence en cas de non-coopération. Cet accord entraîne une augmentation considérable des frais de transport pour les autres compagnies, suscitant des protestations de la part de concurrents tels que Charles Pratt, le principal raffineur de New York. Lorsque Rockefeller prend conscience que l'avantage tarifaire de la Standard Oil découle en partie des rabais secrets obtenus par la South Improvement Company, il est contraint d'y renoncer. Cependant, entre-temps, la Standard Oil a considérablement augmenté sa taille et est devenue l'un des plus importants transporteurs de pétrole et de kérosène du pays. Les origines et le but surprenant du système éducatif. Nous allons bien résumer les idées d'Alvin Toffler, cet écrivain et futurologue américain de son temps concernant l'origine du système éducatif actuel. Dans son livre Future Shock, publié dans les années 1970, Toffler décrit comment le modèle éducatif américain ainsi que celui pratiqué en Inde et dans d'autres pays a été influencé par le modèle éducatif prussien du XVIIIe siècle. Ce modèle prussien visait à créer des sujets dociles et des ouvriers d'usine afin de préadapter les enfants à un monde industriel en plein essor. Il explique que l'éducation de masse a été conçue comme une machine ingénieuse pour produire le type d'adulte nécessaire à l'industrialisation. Ce type éducatif simulait le monde industriel avec ses aspects tels que le travail répétitif, la discipline collective, la régulation du temps par des horloges et des sifflets, et des conditions de vie surpeuplées. L'organisation même des connaissances en discipline permanente reflétait les hypothèses industrielles. Toffler reconnaît que ce système n'est pas apparu instantanément et a conservé des éléments de la société pré-industrielle. Cependant, il souligne que l'idée de rassembler de nombreux étudiants pour les traiter comme de la matière première dans une école située au centre, avec une hiérarchie administrative suivant le modèle de la bureaucratie industrielle, était un coup de génie industriel. Les caractéristiques critiquées de l'éducation actuelle, telles que la réglementation, le manque d'individualisation, les systèmes rigides de siège, le groupement, l'évaluation et la notation, ainsi que le rôle autoritaire de l'enseignant, sont précisément celles qui ont fait de l'éducation publique de masse un instrument efficace d'adaptation à son époque et à son environnement. Il convient de noter que certaines personnes soutiennent que le modèle éducatif prussien a été initialement mis en place pour inculquer la discipline et l'obéissance aux citoyens plutôt que dans le but spécifique de produire des ouvriers d'usine. Cependant, il est largement accepté que l'expansion de l'industrialisation a créé le besoin de travailleurs disciplinés et alphabétisés, ce qui a conduit à l'adoption de ce modèle éducatif par les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres pays avec le soutien des industriels. Entre autres, le système éducatif prussien, développé au XVIIIe siècle, qui a servi de modèle à de nombreux pays modernes, y compris les États-Unis, était basé sur l'enseignement obligatoire et gratuit pour tous les citoyens, financé par des impôts. Le système visait à préparer les élèves au monde moderne en leur enseignant des concepts éducatifs de base, ainsi que des valeurs telles que l'obéissance, le devoir envers la patrie et l'éthique générale. La religion, en particulier la lecture personnelle de la Bible, était également une motivation importante dans ce système. Après 8 années d'études obligatoires, l'éducation n'était plus gratuite, ce qui limitait l'accès à l'école secondaire aux plus aisés. Cependant, l'idée de fournir une éducation à tous, indépendamment de leurs moyens, était révolutionnaire. Au début du 19e siècle, de nombreux philosophes de l'éducation américains se sont intéressés au système éducatif prussien et ont observé son succès en Prusse et en Autriche. Certains éducateurs américains sont même allés en Allemagne pour étudier le système de près, puis sont revenus aux États-Unis en tant que fervents défenseurs de l'adoption du modèle prussien. L'influence de Rockefeller sur le système éducatif. L'influence de John D. Rockefeller sur le système éducatif aux États-Unis a été significative. Le mec a jeté une tonne d'argent dans l'éducation en créant le General Education Board pour un montant fou de 129 millions de dollars. Il a financé de nombreuses écoles à travers le pays et a eu un rôle majeur dans la mise en place du système scolaire. Il n'a pas caché son intérêt et sa volonté de jouer un rôle actif dans la promotion de l'éducation généralisée, et il a même déclaré un jour « Je ne veux pas d'une nation de cerveau, je veux une nation de bosseurs ». Son conseiller commercial Frederick Taylor Gates était un membre important du General Education Board. Il affirme d'ailleurs « Notre objectif, ce n'est pas de former des philosophes, des érudits ou des scientifiques.
On ne cherche pas à faire d'eux des auteurs, des poètes ou des artistes. On ne veut pas des avocats, des médecins, des prédicateurs, des politiciens ou des hommes d'État. Tout ça, on en a déjà en masse, on veut juste des travailleurs. Rockefeller et son pote Andrew Carnegie, un autre gros bonnet industriel, ont joué un rôle majeur dans l'influence du programme éducatif américain. Ils ont été soupçonnés de manipuler ce que les élèves apprenaient à l'école. En 1914, la National Education Association était inquiète de l'activité des fondations Carnegie et Rockefeller. Ils ont déclaré lors de leur réunion annuelle: « On voit avec inquiétude ces fondations Carnegie et Rockefeller. Ces organisations qui ne sont pas redevables au peuple, qui essaient de contrôler les politiques de nos écoles publiques, de dicter les programmes d'études et de mettre des restrictions qui menacent la vraie liberté académique et vont à l'encontre de l'idée même de démocratie qu'on a réussi à préserver jusqu'ici dans nos écoles et universités. » Le truc, c'est que les leçons les plus importantes étaient celles de la ponctualité, de suivre les règles, d'être prêt à passer des heures ennuyeuses et d'avoir juste un minimum de compétences en lecture et écriture. Selon eux, plus les matières à l'école étaient ennuyeuses, mieux c'était. Ils voyaient l'école comme un moyen de faire rentrer certaines vérités et façons de penser dans la tête des enfants. Et la seule méthode qu'ils connaissaient, alors comme aujourd'hui, c'était la répétition forcée et les tests de mémoire. Tu peux imaginer que ce n'était pas la partie la plus fun pour les enfants, qui préféraient jouer et explorer le monde par eux-mêmes. Mais bon, à cette époque, on ne pensait pas vraiment que la volonté des enfants avait de la valeur. Tout le monde supposait qu'il fallait les forcer à apprendre. Les punitions faisaient partie intégrante du processus éducatif. Certains gamins avaient droit à un peu de temps pour jouer. Ils appelaient ça la récréation, pour se défouler, mais on ne voyait pas le jeu comme un moyen d'apprentissage. En classe, le jeu était l'ennemi de l'apprentissage. Ils avaient même une règle dans certaines écoles wesleyanaises qui disait « Joue comme un enfant, tu joueras comme un homme ». Au fil du temps, l'école publique est devenue de plus en plus structurée. Les gamins passent maintenant leur journée à l'école comme les adultes passent leur journée de boulot. En plus des heures de classe, ils ont des devoirs à faire à la maison. La vie des enfants est définie par le programme scolaire. On les identifie souvent par leur niveau scolaire, tout comme on identifie les adultes par leur job ou leur carrière. Le modèle éducatif a été promu par des leaders comme Elwood Kuberly qui comparait l'école à une usine. Nos écoles, en un sens, c'est comme des usines où on prend les enfants en matière brute et on les façonne pour qu'ils correspondent aux exigences de la civilisation du XXe siècle. C'est le boulot de l'école de fabriquer des élèves selon les spécifications qu'on a établies. Briser les chaînes de l'endoctrinement. Le système éducatif actuel est un système largement répandu à travers de nombreux pays et il peut être comparé à l'influence du modèle éducatif de Rockefeller. Le système actuel est basé sur l'enseignement obligatoire pour tous les enfants jusqu'à un certain niveau, visant à fournir une éducation de base à la population. Il se compose généralement d'un curriculum standardisé qui inclut des matières telles que les mathématiques, les sciences, les langues, les sciences sociales et les arts. Une similitude entre le système éducatif actuel et l'influence de Rockefeller réside dans l'idée d'une éducation universelle, visant à fournir des compétences et des connaissances fondamentales à tous les individus, indépendamment de leur origine sociale ou de leurs moyens financiers. Cette vision de l'éducation a été promue par Rockefeller et d'autres philanthropes, qui ont soutenu l'idée que l'éducation devrait être accessible à tous pour favoriser le développement individuel et sociétal. Le système éducatif actuel s'appuie également sur des méthodes d'enseignement standardisées et des évaluations régulières pour mesurer la progression des élèves. Cela peut être comparé à l'influence de Rockefeller, qui a favorisé l'utilisation de tests standardisés pour évaluer les performances scolaires et mesurer les progrès des élèves. Ces évaluations aident à fournir des repères pour les enseignants, les élèves et les parents, ainsi qu'établir des normes de référence pour l'ensemble du système éducatif. Une autre similitude réside dans l'importance accordée à l'éducation scientifique et technologique. Le modèle de Rockefeller a mis l'accent sur la formation dans ces domaines afin de préparer les individus à s'adapter aux exigences de l'économie industrielle émergente. De même, le système éducatif actuel reconnaît l'importance des compétences scientifiques et technologiques pour répondre aux besoins d'une société de plus en plus axée sur la technologie et l'innovation. Il convient également de mentionner que le système éducatif actuel intègre une approche plus diversifiée de l'éducation, reconnaissant la nécessité de répondre aux besoins individuels des élèves. Cela se manifeste par des programmes d'éducation spécialisés, des adaptations pédagogiques et une attention accrue portée à l'apprentissage différencié. Bien que cette approche ne soit pas directement liée à l'influence de Rockefeller, elle représente une évolution dans la manière dont l'éducation est envisagée et mise en œuvre. Il est important de noter que cette comparaison entre le système éducatif actuel et l'influence de Rockefeller est basée sur des observations générales et peut varier d'un pays à l'autre. Les systèmes éducatifs sont complexes et peuvent être influencés par de nombreux facteurs différents, en plus de l'influence historique de personnalités telles que Rockefeller. L'éducation est devenue un système où la créativité et la pensée indépendante étaient étouffées, transformant les élèves en simples exécutants. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le plan machiavélique de l'éducation selon John D. Rockefeller.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu engagé et éducatif.